Bien que tous les Homo sapiens disposent de caractéristiques morphologiques communes, nous ne sommes pas tous semblables. Si votre famille est originaire d'Europe du Nord, par exemple, elle ne ressemble sans doute pas à une famille originaire d'Afrique de l'Est. À quoi sont dues les différences? Pourquoi certains caractères apparaissent-ils systématiquement, ou presque, dans un groupe donné d'individus? Les habitudes de vie, les choix alimentaires de l'homme peuvent-ils au fil des générations modifier son génome et à quelles conditions? Questions complexes aux réponses qui le sont tout autant, n'est-ce pas? Heureusement, Paul Verdu, généticien des populations humaines, est là pour nous éclairer. Nous avons tous entendu parler de la sélection naturelle et de son impact important sur les êtres vivants. Cette sélection s'applique en fait à des caractères, par exemple physiologiques ou morphologiques, et seulement indirectement aux gènes qui en sont responsables. Pour qu'un caractère puisse se trouver soumis à la sélection naturelle, il doit réunir 3 conditions. Il doit varier entre les individus, il doit être transmissible à la descendance, c'est-à-dire transmissible aux enfants, et il doit augmenter ou diminuer la valeur sélective d'un individu. Cette valeur sélective, qu'est-ce que c'est? C'est facile à définir en fait. On peut l'imaginer comme le nombre des descendants d'un individu qui atteindront l'âge de se reproduire. Si on a des enfants mais qu'ils n'atteignent pas l'âge de se reproduire, les gènes ne peuvent pas se transmettre à travers les générations et donc il ne peut pas y avoir d'action de la sélection naturelle. Ici à gauche, par exemple, on voit que la valeur sélective de cet homme est de 2, puisqu'il a obtenu 2 descendants en âge de se reproduire. À droite, dans le cas de cette femme, sa valeur sélective serait de 3, parce qu'elle a eu 3 enfants. En revanche, Superman, qui a plein de super pouvoirs et qui est super puissant, sa valeur sélective, elle est de 0, parce qu'il n'a pas d'enfants. On peut assez facilement voir, en étudiant le génome, les traces de la sélection naturelle lorsque le caractère sélectionné implique peu de gènes et que cette sélection est assez forte. Sinon, c'est plus difficile à détecter, même si la sélection naturelle a quand même agi. Autrement dit, en étudiant finement l'ADN d'individus ou celui des restes humains anciens, on peut voir si la sélection naturelle a joué un rôle ou non. Lorsqu'Homo sapiens a colonisé l'ensemble de la planète, il s'est trouvé confronté à des environnements très variés. Dans certains cas, il s'est adapté à ces nouveaux environnements par sélection naturelle. Et par la suite, Homo sapiens a lui-même modifié l'environnement dans lequel il vit, et s'y est parfois adapté. Un des exemples connus de sélection naturelle est celui de la couleur de peau. Elle est plus ou moins foncée suivant qu'elle contient plus ou moins de mélanine, et on observe que la quantité de mélanine est souvent corrélée à la latitude. Dans les pays tropicaux, les mutations responsables des couleurs de peau plus foncées semblent avoir été légèrement sélectionnées afin de mieux protéger l'individu contre les effets néfastes d'un ensoleillement violent. Plus au nord, on détecte les signaux d'une sélection plus prononcée pour les mutations responsables des couleurs de peau plus claires. Elles permettent, dans un environnement moins ensoleillé, de mieux absorber les UV afin de fabriquer la vitamine D qui nous est vitale. Ceci dit, il est important de noter que chez les populations ayant une alimentation riche en vitamine D, comme les Inuits du Grand Nord par exemple, la couleur de peau importe peu. En effet, les gènes qui y sont liés sont moins soumis à la sélection naturelle. Comme quoi, la culture importe aussi dans les capacités de l'homme à s'adapter à son environnement. Certaines populations humaines sont bien adaptées au manque d'oxygène en haute altitude. C'est le cas notamment des populations des Andes et de celles de l'Himalaya. Par exemple, au Tibet, les populations d'origine non tibétaine ont des prévalences de décès liés à l'accouchement beaucoup plus élevées que celles des populations d'origine tibétaine, ce qui a été imputé, au moins en partie, à l'altitude et au manque d'oxygène. Des recherches ont pu montrer que cette adaptation des Tibétains au manque d'oxygène en haute altitude est génétique. Si on compare les populations andines et tibétaines, il a aussi été montré que ce sont des gènes différents qui ont été sélectionnés pour aboutir à la même adaptation au manque d'oxygène, mais par des voies biologiques différentes. Chez les mammifères jeunes, le lactose du lait, frais, est digéré grâce à une enzyme appelée lactase, mais elle devient inopérante à l'âge adulte. Pourtant, dans certaines populations humaines, plus de 80% des adultes sont tolérants au lactose, ce qui signifie que leur lactase continue d'être opérante. Dès les années 70, on a observé que ces populations où la tolérance au lactose est fréquente sont plus souvent des populations d'éleveurs pour qui le lait frais est une source alimentaire importante. Des recherches ont permis de trouver le déterminisme génétique de cette tolérance et de savoir quand la sélection naturelle a commencé. Que cela soit en Afrique ou en Europe, les dates concordent. Elles correspondent au début de la domestication des animaux producteurs de lait, soit environ 5 à 8 000 ans. Ce qui prouve encore une fois que des changements culturels, comme la domestication des animaux et la production de lait frais, ont laissé une empreinte dans le génome humain, par sélection des variants génétiques tolérants au lactose. Je vous ai parlé d'exemples d'adaptation et de sélection naturelle sur le génome humain, mais il faut faire attention.
toutes les différences morphologiques ou physiologiques que l'on observe entre les êtres humains ne sont pas nécessairement le fruit d'une adaptation ou la cible d'une sélection naturelle. En fait, toutes les mutations sont dues au hasard. Certaines sont parfois utiles à l'être humain, mais la plupart ne changent rien à la capacité de l'individu à se reproduire. Nous retiendrons de l'intervention de Paul Verdu que l'homme vit en interaction avec son environnement, il a aussi la capacité de le changer. Ces changements, comme l'élevage, l'agriculture ou la pollution, peuvent à leur tour avoir des répercussions sur le génome humain et sur les mécanismes de sélection naturelle. Que tout n'est pas génétique, loin de là. L'homme a toujours inventé des outils culturels et technologiques pour mieux survivre et se reproduire dans son environnement, quelles que soient les mutations génétiques qu'il porte.